Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin, ce deuxième cours. Donc, cette année, nous abordons la question très difficile et évidemment passionnante de l'origine ou des origines du langage et de la singularité de l'espèce humaine. Et nous allons parler aujourd'hui de la communication animale spontanée telle qu'elle se produit dans la nature et de ses limites et de ses parallèles avec la communication humaine. La semaine dernière, nous avions beaucoup parlé donc, des capacités de production vocale des autres primates et nous avions vu que l'appareil vocal lui-même, les muscles et l'appareil phonatoire n'étaient finalement pas si différents, de sorte qu'on avait vu que d'autres primates pouvaient produire au moins les voyelles et que la limite de la communication animale était sans doute beaucoup plus à trouver dans le cerveau et dans le système de contrôle de la production vocale. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher donc sur des systèmes de communication animale, d'abord chez les primates, et ensuite nous verrons beaucoup de travaux sur les oiseaux chanteurs, et les parallèles qui peuvent exister dans l'espèce humaine. Et la question donc c'est qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il est capable de penser et d'exprimer, de communiquer avec d'autres individus autour de lui, quels sont les messages qui passent et quelle est la syntaxe qui peut exister dans la communication animale non humaine. Alors on ne peut pas parler de ce domaine sans aborder le travail fondateur de Seifert et Cheney avec Peter Marler qui ont étudié les cris des singes et ont été parmi les premiers à montrer la complexité de ces cris de singes et l'existence d'un réel système de communication. Et dans un article tout à fait célèbre de Science en 1980, ils ont posé les bases de l'étude de ce domaine. Ils étudiaient le singe vervé et ils ont très vite montré, sur la base d'observations, et ils ont obtenu à la fin, dans l'article de Science, est fondé sur plus de 1500 heures de vidéos dans la vie sauvage, et ils ont montré que les singes vervés utilisaient au moins 3 cris distincts dans 3 contextes différents. Lorsqu'il y avait des serpents, les chercheurs entendaient les animaux faire ceci. Ouf. Vous entendez les cris et le serpent potentiel. Je ne sais pas si on entend très bien. J'ai l'impression que c'est plutôt ma chemise qui est en train de crier. On va réessayer avec le cri de l'aigle. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Vous entendez ? On va réessayer le serpent quand même. Où est passé mon serpent ? Il a disparu. Ah, voilà. Voilà, vous avez entendu le cri là. L'enregistrement n'est pas très bon. C'est le cri que font les animaux lorsqu'il y a un léopard dans le secteur. Merci. Donc, nous avons une situation où les animaux produisent 3 types de cris. Je remercie d'ailleurs Klaus Zuberbuehler de m'avoir donné ces enregistrements. Vous savez qu'il était venu au séminaire l'an dernier. Vous pouvez écouter son exposé en vidéo sur le site du Collège de France. Alors, donc, on a une situation où les animaux font 3 types de cris dans 3 types de situations différentes, lorsqu'ils voient des prédateurs. Et il y a aussi des réponses que font ces animaux lorsque ces situations sont présentes. Donc, lors de la présence d'un léopard, ils courent dans les arbres. Lorsqu'il y a un serpent, c'est très rationnel, ils se dressent sur leurs pattes et ils regardent autour d'eux. Et lorsqu'il y a un aigle, ils regardent en l'air, se réfugient dans les buissons. Mais évidemment, toutes ces réponses sont concomitantes dans la vie sauvage et donc il est difficile de savoir si elles reflètent tout simplement le fait d'avoir vu un prédateur, c'est une sorte de réponse émotionnelle qui est produite automatiquement par les animaux, ou s'il s'agit réellement d'une communication. Et le grand avantage de l'article de Seifert et Cheney, c'est qu'il regarde à la fois l'aspect production et l'aspect compréhension de ces cris. Et pour la compréhension, ils font appel à des expériences d'un type nouveau, des expériences de playback. Il y a un haut-parleur qui est caché et on va jouer ces sons au singe alors qu'il n'y a pas le prédateur à un moment qui est contrôlé par l'expérimentateur. Et donc on va pouvoir contrôler très directement la compréhension par les animaux. Et alors, les résultats sont extrêmement clairs. Alors là, je voudrais vous montrer ça de façon très concrète avec des vidéos donc, qui m'ont été prêtées par Klaus Zuberbuehler, qui avait été montrées l'an dernier. Et voilà ce qui se passe lorsque on joue avec un haut-parleur le cri du léopard. La bande vidéo est silencieuse ici, mais vous allez voir, on ne peut pas ne manquer le moment où le cri est joué. Voilà. Et donc là, c'est tout à fait clair, c'est le cri qui a été compris par les animaux comme un signal, il doit y avoir un léopard, partons dans les arbres.
Et puis, même chose pour le cri serpent. Alors là, il est joué 2 fois. La première fois, les animaux n'entendent pas tous. Essayez de deviner à quel moment le cri est joué. Oui, là, il s'est passé quelque chose. Il y en a un qui a quand même eu le signal d'alerte. Les autres sont un peu en alerte. Et puis, hop, voilà, serpent. Oui. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent ces réponses qui sont très caractéristiques. Hein. Oui, alors, il faudrait que j'arrête la vidéo parce que ça vous distrait, là. Vous savez, l'attention focale, c'est extrêmement important pour apprendre. Alors, voilà donc le tableau qui est dans la publication de Science et qui vous montre que les données sont quand même extrêmement régulières. Vous avez les types de cris qui ont été joués et les réponses des animaux lorsqu'ils étaient sur le sol, comme ici, ou lorsqu'ils étaient déjà dans un arbre. Alors, vous voyez, quand on entend le cri léopard, on court dans un arbre la plupart du temps, et si on est déjà dans un arbre, on court plus haut dans l'arbre. Si on est déjà dans un arbre, mais qu'on entend le cri de l'aigle, on descend de l'arbre. Et au contraire, ici, on se cache dans les buissons. Voyez. Donc les animaux réagissent de façon tout à fait appropriée à la présence potentielle d'un prédateur, même s'il y a juste le cri qui est entendu. Il s'agit vraiment d'une communication animale. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un début de normalisation de ces cris. Donc les chercheurs, en tout cas, ne trouvent pas de différence significative en fonction de l'intensité ou de la durée des cris. Donc c'est vraiment la nature, l'identité du cri qui compte, mais pas ses caractéristiques physiques comme l'intensité ou la durée. Et un dernier point qui est intéressant, c'est que les chercheurs arrivent à montrer, avec leur base de données et d'observations considérables, que les singes adultes produisent ces signaux de façon sélective. Il ne s'agit pas, par exemple, d'étiqueter avec le signal pour l'aigle ou pour le rapace tous les oiseaux. Et que les animaux qui ne sont pas des rapaces, c'est-à-dire les vautours, par exemple les charognards, eh bien, ne suscitent pas ou très peu de cris de ce type. Donc l'intensité des lignes ici est proportionnelle au nombre de cris qui ont été observés par les animaux. Vous voyez que les adultes, les singes adultes, utilisent le cri de l'aigle très spécifiquement pour un aigle de nez et pour d'autres types de rapaces, mais très peu pour les non-rapaces, pour les charognards. Alors on voit que les jeunes enfants font de même, mais avec une sélectivité un tout petit peu moindre. Et donc lorsque les singes sont petits, il y a déjà la production de ces cris, mais avec une sélectivité un tout petit peu moins grande, sans qu'on puisse savoir évidemment si c'est parce qu'ils ont mal appris le cri, n'ont pas encore bien stabilisé le cri, ou bien est-ce que c'est simplement parce qu'ils confondent les différents types d'oiseaux qui sont autour d'eux, ils n'ont pas encore appris ceux qui sont des rapaces et ceux qui sont des charognards. En tout cas, ce qui est tout à fait clair dans ces recherches, et il y a eu beaucoup d'autres recherches par la suite, c'est que ces cris sont extrêmement stables, ils sont présents extrêmement tôt chez les jeunes enfants. Il s'agit bien d'une communication et d'une association qui est arbitraire, bidirectionnelle, avec compréhension et production entre un signifiant et un signifié, mais donc largement innée, et avec une spécificité qui est quand même remise en doute dans des travaux récents. Donc vous avez cet article de Price et collaborateurs que je vous ai cité, de nouveau avec Cheney et Seifert, qui réexamine les données et qui trouve quand même qu'il existe des cas non expliqués où les animaux, dans des situations émotionnelles, se mettent à produire ces cris alors qu'il n'y a pas de prédateur qui est présent. Alors c'est là tout le débat. Est-ce qu'il s'agit juste d'une sorte de reflet de l'état émotionnel des animaux, ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un système symbolique de communication signifiant-signifié arbitraire? Et en tout cas, là, le système n'est pas parfaitement compris, puisqu'il y a des situations vraiment émotionnelles où les animaux produisent ces cris. Alors, vous savez, les noms d'animaux, on les utilise nous aussi dans des situations émotionnelles. Je ne vous apprendrai rien en disant qu'on utilise le terme porc, par exemple, en ce moment beaucoup. Ça n'est pas forcément en présence de l'animal en question. Quoique. Mais en tout cas... c'est une petite parenthèse. En tout cas, vous voyez que c'est un système qui est difficile à décoder, mais le minimum que l'on puisse dire, c'est qu'il y a là un début d'association signifiant-signifié avec seulement 3 mots, en quelque sorte, présents. Et cette question, donc, de savoir s'il y a simplement reflet d'un état émotionnel de l'animal ou s'il y a vraiment une intention de communiquer. La plupart des chercheurs pensent qu'ici, il n'y a pas intention de communiquer, une sorte de réponse réactive, rapide, presque réflexe, mais qui communique quand même à d'autres animaux et qui est utilisée par d'autres animaux pour coder, en quelque sorte, le type de prédateur qui est présent.
Alors, ces travaux fondateurs de Seyfarth et Cheney ont été suivis ensuite par beaucoup d'autres éthologues, et je voudrais citer le travail en particulier de Klaus Zuberbühler, qui était venu nous parler donc l'an dernier, de ses travaux sur les singes de Campbell. Et les singes de Campbell ont un système plus complexe, beaucoup plus intéressant, avec un début de syntaxe. Ce sont des animaux qu'on trouve en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, dans quelques autres pays, et qui produisent différents types de signaux qu'on appelle des booms et des hacks. Et au sein des hacks, à force d'analyse, les chercheurs ont réussi à distinguer au moins 5 types de cris, de hacks, qu'on appelle waku, crack, kraku, hock et hoku. Alors voilà les spectrogrammes de ces signaux, vous voyez, qui sont assez différents. Et ce qui est intéressant, donc les chercheurs ont réussi à montrer qu'il y avait une sorte de suffixe, ou ici, qui est vers la fin du signal, que l'on retrouve dans plusieurs signaux, comme waku ou kraku ou hoku. Et parfois, on peut trouver le préfixe seul, comme ici, dans crack versus kraku. Vous voyez, donc il y a un début de combinatoire de différents sons. Et les chercheurs, très rapidement, ont montré qu'il se passait des choses avec les combinaisons de sons. Par exemple, il est tout à fait clair que hock et hoku avaient l'air d'être utilisés dans le contexte où il y a des rapaces, des aigles, alors que crack et kraku semblaient être utilisés plus lorsqu'il y a des prédateurs terrestres, comme un léopard par exemple, donc un petit peu comme chez les vervets, mais si ces signaux étaient précédés par boom, alors ce signal était annulé en quelque sorte, parce qu'il n'y avait pas de prédateur. Donc, c'est une situation très curieuse où boom avait l'air de signifier danger, mais pas de prédateur, mais le même boom kraku, alors que kraku tout seul pouvait signifier la présence d'un prédateur terrestre. Donc un système assez complexe. Et dans une publication récente de PNAS avec Ouattara, c'est la thèse de M. Ouattara, il compile des statistiques considérables, vous voyez qu'il s'agit ici de dizaines d'observations, pour montrer qu'il y a composition de signes. Ils observent 9 compositions différentes, par exemple boom tout seul, boom kraku, boom hock kraku. L'ordre n'est pas représenté ici, mais simplement la présence des signes. Et pour chacun de ces signes, ils analysent la situation concrète dans laquelle les animaux se trouvent et ils trouvent vraiment des différences considérables, vous voyez, de situation. Et alors, on peut regarder en détail. Par exemple, si on dit boom sans les autres cris, ou boom boom sans les autres cris, eh bien, les animaux sont en train de se promener, de se déplacer, et c'est un signal de cohésion de groupe. Dans les minutes qui suivent, les animaux ont tendance à se regrouper et se déplacer, par exemple, vers un mâle qui est isolé, qui va émettre ce signal boom boom. Si l'animal dit boum boum cracou, il y a presque toujours la chute d'une branche. Donc c'est un signal d'alerte, ça peut être dangereux, mais ça n'est pas un prédateur. Vous voyez que c'est très sélectif, 53 observations de chute d'une branche. Jamais les animaux ont fait d'autres cris que celui-là. Alors pareil, s'il y a une combinaison avec hoku, donc boum boum hoku cracou, et les animaux sont en train de rencontrer des individus d'un autre groupe, et on pense qu'ils vont pouvoir les rencontrer. Donc une situation de déplacement, de rencontre dans la forêt. Par contre, les autres signaux, par exemple crac, cracou, et c'est tout à fait confirmé que ces signaux vont être utilisés en présence des prédateurs. Donc vous avez ici les différents contextes, un non-prédateur, léopard, aigle, et vous voyez que, donc, par exemple, cracou ici, crac plus cracou est clairement utilisé dans des situations où il y a un léopard. Les chercheurs s'amusent d'ailleurs beaucoup. Il peut y avoir un vrai léopard, ce qui je suppose est intéressant pour le chercheur aussi. Il peut y avoir un faux léopard, un modèle de léopard, une maquette de léopard. Il peut y avoir le cri du léopard joué par le chercheur lui-même, ou il peut y avoir l'alarme léopard qui a été lancée par d'autres animaux. Et dans toutes ces situations, on observe la production de crac ici ou de crac cracou ici. Donc, il y a bien des sélectivités et des combinaisons. Et à force d'analyse, les chercheurs arrivent à quelques idées, mais ce sont des propositions. La première proposition, c'est que ou fonctionne un petit peu comme un suffixe, un petit peu comme le suffixe ish en anglais. On pourrait dire c'est léopardish, c'est-à-dire il y a peut-être un léopard, et ça ressemble à un léopard. C'est un signal d'alerte moins spécifique, mais qui est quand même utilisé dans un contexte général de présence de prédateurs, du moins lorsqu'il n'est pas précédé par boom. Alors il y a ce signal boom qui est très curieux, qui semble créer quelque chose de complètement différent. Donc c'est une combinaison qu'on pourrait dire apparemment dans l'état actuel de l'analyse non morphologique.
c'est-à-dire qu'elle change complètement de domaine, elle nous entraîne vers un nouveau signifiant qui a un signifié dans un domaine complètement différent. La chose n'est peut-être pas si surprenante. J'ai essayé de trouver un exemple dans notre langue à nous. Par exemple, vous connaissez tous le terme rapace. Eh bien, on peut former des mots autour de rapace, et il y en a un qui existe dans la langue française, qui est le mot carapace. Bon, ça n'est absolument pas une relation morphologique, c'est une relation arbitraire. Il se trouve que la séquence de syllabes rapace a été utilisée pour faire référence à un aigle, et la séquence carapace pour faire référence à tout à fait autre chose. Vous voyez. Donc on a besoin, dans un système de langage, de production de matériaux de base, les signifiants, et peut-être que les singes ici ont produit des signifiants en combinant des sons qu'ils sont capables de produire, mais sans qu'il y ait de relation sémantique ou syntaxique particulière. Donc le cas de Boom a l'air de suggérer qu'il y a simplement peut-être production de séquences avec des séquences arbitraires pour faire référence aux variétés de situations que les animaux ont besoin d'exprimer pour la cohésion du groupe. Donc on aurait un système qui est intermédiaire. Oui, donc cette idée que ce n'est pas parce qu'on observe une combinaison de sons qu'il y a forcément syntaxe. Il peut y avoir simplement combinaison de sons pour produire en quelque sorte des mots nouveaux, mais sans qu'il y ait une réelle combinaison morphologique. Le cas de ou, par contre, est assez intéressant parce que là, il y a peut-être effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de suffixe. Alors, Luigi Rizzi, qui est un très grand linguiste, discute de ces observations dans un article récent et propose qu'il y a peut-être le tout début d'un système de merge au sens linguistique, c'est-à-dire un système qui peut être combiné deux objets pour en créer un troisième qui est comme un petit arbre, mais il a cette hypothèse que peut-être certains animaux n'ont pas la version récursive de merge, c'est-à-dire qu'ils auraient ce qu'ils appellent le merge de niveau 1, un merge qui est capable de créer un nouvel objet morphologique à partir de deux éléments existants, mais le résultat ne peut pas être recombiné avec d'autres, il ne peut pas être re-rentré dans le système de façon récursive. Bon, c'est une hypothèse. Les linguistes font beaucoup d'hypothèses autour de ces observations animales. Peut-être ne faut-il pas les surinterpréter. Mais j'ai voulu citer également une discussion récente de Philippe Schlenker, qui est ici à l'École normale supérieure, et avec ses collègues et avec Klaus Huber-Bühler, discute que veulent dire les cris des singes dans un article de Trends in Cognitive Science récemment. Et il propose d'utiliser les critères de la linguistique formelle contemporaine pour traiter ces objets comme des langages formels en distinguant donc plusieurs niveaux de sémantique, de syntaxe, de sémantique et de pragmatique. Alors ici, c'est une table qui résume un petit peu leur pensée. J'essaie aussi de la résumer sur le côté en français. D'abord, au niveau de la syntaxe, donc la première question, c'est quel type de combinaisons sont légales ou attestées dans la langue, si on peut dire, dans le système de communication d'une espèce. Alors, il conclut sur la base d'une revue assez large des données sur les singes de Campbell, et il y a encore d'autres espèces qui ont été étudiées, que d'abord, on n'observe pas de morphologie aussi riche que celle des langues humaines, pas de combinatoire, donc de morphèmes, que la syntaxe est extrêmement limitée, et ça c'est très important. Toutes les observations de production ou de communication chez les singes, quelles que soient les espèces, sont compatibles avec une grammaire à état fini, sans récursion. Et puis un usage extrêmement fréquent de la répétition, qu'on a vu dans les singes de Campbell, boum boum, cracou, cracou, etc. Alors la répétition, qui est un phénomène qui n'est pas tellement utilisé dans les langues humaines, très peu utilisé, notamment très peu utilisé en syntaxe. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier, d'un petit peu primitif. Une grammaire à état fini, évidemment, peut boucler sur ses propres états, créer de la répétition, mais la syntaxe humaine, par contre, ne fait pas tellement usage de ce mécanisme. Sur le plan sémantique, la plupart des cris réfèrent à un domaine extrêmement étroit. Il n'y a pas cette explosion de capacité de production que l'on observe dans l'espèce humaine. Ce sont toujours des menaces ou des surprises qui font l'objet de la communication, et pratiquement pas de composition des signes, sauf peut-être dans le cas des singes de Campbell avec ce suffixe « ou ». Et puis sur le plan pragmatique, donc pas d'évidence d'une vraie communication intentionnelle avec l'intention de communiquer à quelqu'un en dehors d'un contexte, mais plutôt une sorte de réaction émotionnelle à un contexte particulier. Et peut-être quand même un principe d'informativité qui est proposé par Philippe Schlenker et ses collaborateurs, c'est-à-dire, je crois que j'ai une diapositive spéciale là-dessus, cette idée que l'auditeur peut utiliser le fait que le locuteur a sans doute choisi parmi plusieurs mots possibles, parmi plusieurs communications possibles. Le principe est énoncé ainsi par Philippe Schlenker. Si un locuteur énonce la phrase « S » et que celle-ci évoque et entre en communication avec une alternative S', qui est plus précise que S, alors on peut supposer que S' est fausse,
car sinon le locuteur aurait énoncé exprime. Je ne sais pas si vous me suivez là, ou si vous suivez Philippe Schlenker. L'idée, c'est qu'il y a plusieurs mots possibles dans une situation donnée et qu'on peut faire des inférences sur le fait non seulement que le locuteur a prononcé S, mais sur le fait qu'il n'a pas prononcé exprime. Et la proposition, c'est que les animaux font ce type d'inférence. Alors, je crois que je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans un grand détail, mais c'est vraiment une hypothèse qui est proposée ici par Philippe Schlenker pour rendre compte de l'expression des singes de Campbell. Vous voyez qu'il y a la proposition d'un lexique de sens littéraux pour chacun des objets de la communication chez les singes de Campbell, et puis l'idée que les singes font en plus des inférences pragmatiques. Donc on peut regarder l'un de ces exemples. Par exemple, si Hawk signifie une alerte non terrestre au départ, ce qui est proposé ici dans ce lexique, alerte non terrestre, mais ce mot entre aussi en communication avec Hoku, qui serait plus spécifique, qui dit c'est une alerte mais elle est faible, vous voyez, pas trop de danger. À ce moment-là, comme lorsque l'animal utilise le mot Hawk, on peut inférer que c'est vraiment une alerte dangereuse, parce que sinon il aurait dit c'est une alerte faible. Vous voyez. Donc dans ce contexte, le mot Hawk acquiert le sens de danger spécifique, c'est un aigle, ça doit être un aigle. Donc cette idée que l'animal fait peut-être des inférences. Et bon, je pense que ceci demande un débat, ça date de 2016, c'est une proposition très particulière, non testée pour l'instant, mais la proposition la plus intéressante, c'est donc que le sens des cris concaténés que l'on observe par exemple chez les singes de Campbell dérive de deux principes. D'abord l'addition ou la conjonction du sens des cris isolés, et ensuite le contexte pragmatique qui enrichit cette interprétation avec une inférence sur ce qui aurait pu être dit par l'animal. Alors, nous allons maintenant quitter le domaine des primates pour parler de l'apprentissage vocal chez d'autres espèces. Vous vous souvenez que dans le premier cours, j'avais parlé du rôle des analogies et pas seulement des homologies dans l'analyse du langage chez l'homme. Et ici, donc, on va regarder la production du langage chez des espèces de langage, la production de communication vocale chez des espèces qui sont assez loin de nous, mais dont on va voir qu'elles présentent des parallèles tout à fait étonnants. En réalité, c'est peut-être plus intéressant, effectivement, d'aller regarder des espèces qui sont capables d'apprentissage vocal, c'est-à-dire la capacité d'acquérir de nouvelles vocalisations par imitation. Ça n'est pas le cas de ces singes dont on parlait auparavant, qui ont un système extrêmement figé, dont il semble qu'il soit très largement inné, sinon totalement inné. Alors, l'apprentissage vocal doit être distingué aussi de l'apprentissage auditif. Par exemple, un chien qui apprend à répondre à différents types d'ordres. Dans un cours précédent, je vous avais montré le cas de Rico, qui a été étudié, qui connaissait plus de 200 mots, mais bien entendu ne produit pas ces mots. Ce qui est intéressant, c'est des espèces qui sont proches de nous dans la mesure où elles sont capables d'acquérir un système de communication par l'interaction sociale et de le produire également, et donc de créer une sorte de système de communication bidirectionnel. Alors, l'apprentissage vocal existe en réalité dans des espèces assez distantes les unes des autres. 3 groupes distants de mammifères, les humains bien sûr, les chauves-souris et les cétacés. Et puis 3 groupes tout aussi distants d'oiseaux, les perroquets, les colibris et les oiseaux chanteurs. Donc des espèces qui sont extrêmement dispersées et dont les ancêtres communs sont extrêmement anciens, plusieurs centaines de millions d'années. Et Darwin, dès 1871, dans un livre formidable qui s'appelle « La filiation de l'homme », « Descent of Man », on traduit parfois « l'ascendance de l'homme », les sons que font entendre les oiseaux offrent à plusieurs points de vue la plus grande analogie avec le langage. C'est Darwin qui parle. En effet, tous les individus appartenant à une même espèce expriment leurs émotions par les mêmes cris instinctifs. Et tous ceux qui peuvent chanter exercent instinctivement cette faculté. Mais c'est le père ou le père nourricier qui leur apprend le véritable chant et même les notes d'appel. Ces chants et ces cris, ainsi que l'a prouvé Daines Barrington, un scientifique qu'on a oublié, mais de l'époque, qui étudiait déjà les chants des oiseaux, ne sont pas plus innés chez les oiseaux que le langage ne l'est chez l'homme. Les premiers essais de chant chez les oiseaux peuvent être comparés aux tentatives imparfaites que traduisent les premiers bégaiements de l'enfant. Vous voyez, Darwin avait déjà compris qu'il y avait un parallèle assez remarquable entre le babillage chez l'enfant et la production et l'apprentissage de la production du chant chez l'oiseau. Et il continue, on peut comparer, comme le fait si ingénieusement remarqué Barrington, les légères différences naturelles du chant chez une même espèce, habitant des régions diverses, à des dialectes provinciaux. Et ça a été complètement prouvé par la suite. La même espèce d'oiseau peut avoir des dialectes différents suivant la région qu'elle habite et suivant le milieu social, si on peut dire, dans lequel elle est éduquée. J'ai tenu à donner les détails qui précèdent, dit Darwin,
pour montrer qu'une tendance instinctive à acquérir un art n'est point un fait particulier restreint à l'homme seul. Il y a des parallèles formidables avec d'autres espèces, y compris les oiseaux chanteurs. La tendance instinctive à acquérir un art, c'est comme ça que Darwin définit le langage. Ça n'est pas un instinct, ça n'est pas un art, c'est-à-dire quelque chose qu'on aurait inventé, c'est une tendance instinctive à acquérir un art. Il y a un instinct d'apprendre le langage. Ça correspond assez bien à la vision de Chomsky, Language Acquisition Device, qui est là pour nous aider à apprendre le langage. Et donc c'est le fait d'apprendre qui est le plus important, et c'est pour ça que c'est parallèle avec les espèces douées d'apprentissage vocal, ce qu'on appelle les vocal learners en anglais, est tellement intéressante. Alors, cette idée que les chants d'oiseaux sont un bon modèle pour le langage humain a été développée dans de nombreux articles, dont un qui est resté assez célèbre, de Doupe et Patricia Kuhl, Alison Doupe, Patricia Kuhl, qui développe toute une série de parallèles. Alors, on va regarder un petit peu en détail comment ça se passe. D'abord, sur le plan de la production sonore, donc il y a un organe qui s'appelle le syrinx, qui est un petit peu comme le larynx chez l'homme ou chez les primates, et le flux de l'air dans cet organe de production va produire des notes élémentaires. Par exemple, un glissando. Okay, et puis, les chants des oiseaux sont formés par des combinaisons de ces notes élémentaires. Il y a d'abord un premier niveau de combinaison qui est la syllabe, et puis les syllabes vont elles-mêmes se combiner en motifs. Donc, vous voyez par exemple ici dans deux espèces différentes, il faudra toujours garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux chanteurs et qu'il y a beaucoup de différences entre ces espèces. Mais vous voyez, dans deux espèces différentes qui ont des chants quand même très différents, eh bien, on observe des motifs élémentaires comme ces glissando. Ils peuvent être regroupés pour former une syllabe qui est notée B ici, et cette syllabe elle-même peut se répéter deux fois et être suivie d'une autre syllabe qui est notée C, et le tout dans un ordre bien particulier où on a des A, puis des B, puis des C, puis des D. Donc il y a vraiment une organisation temporelle hiérarchique assez complexe. Et on peut peut-être faire le parallèle avec la fameuse double articulation du langage, l'existence d'une combinaison au niveau phonologique et ensuite au niveau syntaxique dans notre propre langue. La question sera évidemment de savoir si tout ceci réfère à du sens. Il y a très très peu d'articles sur cette question, mais le consensus, c'est qu'il y a très peu de références dans le chant des oiseaux. Il y a une capacité combinatoire considérable, mais sans nécessairement avoir de sémantique combinatoire. Alors, il est tout à fait clair aujourd'hui que les chants des oiseaux chanteurs ne sont pas instinctifs, mais sont appris. Il existe effectivement des variations dialectales au sein d'une même espèce. Elles sont transmises de génération en génération, donc on peut trouver un dialecte local, mais elles sont également apprises et dans des expériences de laboratoire. Par exemple, Peter Marler, dès les années 70, a mené des expériences magnifiques. C'était l'un des auteurs de l'article sur les singes vervets. Mais donc un animal juvénile va apprendre le chant auquel il est exposé par l'enregistrement d'un adulte, par exemple. Donc si on élève un jeune avec le chant d'un adulte, eh bien, il va acquérir le chant auquel il est exposé. Et on va voir de nombreux exemples de ça dans quelques instants. Et si, par contre, un oiseau est élevé en isolement, sans la présence du chant des congénères, eh bien, il ne développe pas du tout un chant normal. Contrairement à des espèces qui ne sont pas des vocal learners, des espèces capables d'apprentissage vocal, par exemple, la poule va développer des cris tout à fait normaux, même si elle est élevée en isolation. Mais les oiseaux chanteurs doivent être élevés avec des congénères. Les animaux sourds ne développent pas de chant normal. Alors, il y a eu des publications qui ont essayé de tirer des parallèles encore plus étroits. Ici, c'est une des figures de l'article de Alison Doupe et Patricia Kuhl, où en haut, vous avez une sorte de décours temporel de l'apprentissage chez les humains, aussi bien en perception qu'en production. Et en bas, vous avez l'apprentissage équivalent, si l'on peut dire, chez les oiseaux chanteurs, aussi bien en perception qu'en production. Et les parallèles sont quand même très nombreux. D'abord, il faut se rendre compte que le chant des oiseaux est appris en plusieurs étapes. D'abord, il y a une étape sensorielle, et c'est un petit peu comparable à ce qui se passe chez les bébés. Vous savez qu'il y a beaucoup d'apprentissage sensoriel en compréhension du langage avant toute production effective du langage. C'est la même chose chez l'oiseau. Il faut qu'il entende précocement le chant d'un adulte et qu'il mémorise le chant d'un adulte. Ce qui est intéressant chez l'oiseau, c'est que les deux étapes peuvent être complètement séparées. Il va mémoriser le chant et ensuite seulement commencer à le produire. Alors, durant cette période, les oiseaux acquièrent une préférence pour le chant auquel ils ont été exposés, exactement comme les enfants acquièrent une préférence pour leur langue maternelle à laquelle ils ont été exposés. Éventuellement, préférence extrêmement précoce, vers quelques jours de vie, les enfants ont déjà cette préférence. Il existe une période critique, comme dans l'espèce humaine, c'est-à-dire que la capacité de mémoriser le chant d'un adulte va se fermer. Vous voyez ici la naissance de l'oiseau, le printemps, et au bout de quelques mois, cette période critique se ferme et l'oiseau n'est plus capable, s'il est exposé à ce moment-là, d'apprendre à mémoriser le chant d'un adulte.
Et puis des mois plus tard, l'oiseau va commencer à produire son chant, de façon d'abord très déstructurée, qui ressemble à du babillage chez l'enfant, avec toute une production de syllabes déstructurées, et puis ce qu'on appelle un chant plastique, avec une surproduction de syllabes, et enfin une sélection progressive des transitions appropriées et une convergence vers le chant cristallisé. Il y a sans doute des différences importantes entre espèces dans ces étapes, mais cela ressemble quand même à ce qui se passe chez le petit enfant qui va commencer par produire des syllabes un peu au hasard. On va voir dans un instant qu'il y a des parallèles encore plus étroits que ça, et convergence progressive vers le bon lexique, si l'on peut dire, ou la bonne syntaxe. Et comme dans l'espèce humaine, il y a une combinaison d'apprentissage et de contraintes innées. Chez les animaux, on voit par exemple des préférences précoces pour le chant de sa propre espèce. Donc, on ne peut pas apprendre à n'importe quelle espèce A le chant de n'importe quelle autre espèce B. Vous voyez, il y a un filtrage qui se fait en fonction de l'espèce. Et les oiseaux préfèrent le chant de leur propre espèce. Et puis, il y a aussi un apprentissage sélectif de syllabes qui sont propres à une espèce donnée. Alors, on va regarder en détail quelques publications récentes sur ce sujet. Vous allez voir, ce domaine est un domaine absolument passionnant, à la frontière entre éthologie et neurosciences, puisqu'il y a vraiment des neurosciences très avancées, aussi de la génétique très avancée dans ce domaine. Alors, considérons par exemple ce travail ici qui est sur... Alors, à chaque fois, j'essaierai de vous montrer une photo de l'oiseau en question. Je ne suis pas du tout spécialiste des oiseaux, et j'espère que je ne me suis pas trompé dans la traduction de l'anglais au français. Et vous verrez que ces travaux portent très souvent sur des espèces très différentes, ce qui est toujours à garder à l'esprit. Donc ici, il s'agit du bruant à couronne blanche, et son chant est particulier parce qu'il est extrêmement stéréotypé. Il y a 5 syllabes. Voilà. 5 syllabes, 4 ou 5 syllabes qui se suivent, et la nature et l'ordre, par contre, peuvent varier d'un dialecte à l'autre. Donc il faut apprendre les 5 syllabes particulières que l'oiseau va produire. Voilà un exemple. Dans 2 oiseaux différents, vous avez le chant du premier oiseau, il y a une syllabe A, une partie B avec 2 syllabes ici, une partie C, D et E. Et voici le chant d'un autre oiseau de la même espèce, vous voyez, qui est légèrement différent. La syllabe B en particulier, B1 et B2 sont très différentes, et la partie finale est également différente. Donc les oiseaux doivent apprendre l'ordre de leurs syllabes et la nature précise des syllabes. Alors, les chercheurs se sont amusés à faire quelque chose d'un peu pervers ici. Ils n'ont pas exposé les animaux au chant complet au cours de la phase de mémorisation, mais ils ont exposé les animaux à des chants partiels dans lesquels toutes les transitions entre syllabes étaient présentes. Et en plus, dans le mauvais ordre macroscopique. Donc, vous voyez, tantôt les animaux étaient exposés à D suivi de E, tantôt ils étaient exposés à C suivi de D, à B suivi de C et à A suivi de B. L'idée est très simple ici. S'il s'agit d'un automate à état fini, qui est capable de passer d'un état à l'autre, de faire des transitions entre un état et le suivant, eh bien, l'information qui a été donnée suffit. Vous voyez ? Si je sais que D est suivi de E, que C est suivi de D, B est suivi, pardon, c'est le contraire, E est suivi de D, D est suivi de C, C est suivi de B, B est suivi de A, ça me suffit pour reconstituer l'ordre complet de la séquence A, B, C, D, E. Alors, est-ce que ça suffit aux oiseaux ? Eh bien, la réponse est oui. Les oiseaux produisent des chants quasi normaux sur la base d'une information qui est initialement extrêmement appauvrie, vous voyez, qui n'est pas du tout celle qu'ils entendent typiquement. Donc, cette expérience suggère que les transitions entre syllabes suffisent pour créer un chant normal, que c'est la seule chose que les oiseaux apprennent. Il y a un certain nombre de contrôles. Donc, par exemple, si on expose les oiseaux uniquement aux syllabes isolées, donc uniquement D, uniquement E, uniquement B, etc., mais sans leur donner les transitions, eh bien à ce moment-là, les oiseaux produisent des chants qui sont beaucoup plus déstructurés. Néanmoins, ces chants ne sont pas aléatoires, et on voit ici une composante innée. Par exemple, tous les oiseaux préfèrent commencer par une partie A, qui est un sifflement assez stable, voyez. Donc, on ne leur a pas donné d'informations dans le champ auquel ils étaient exposés sur l'ordre de ces syllabes, mais spontanément, par un biais interne, ils se mettent à produire ce sifflement en premier et à produire la syllabe E aussi plutôt en dernier. Donc, il y a des biais génétiques, mais l'ordre des syllabes doit être appris et peut être appris sur la base des transitions seules. Et l'un des contrôles les plus intéressants, ce sont des oiseaux auxquels, de façon très perverse, on présente les bigrammes inverses, donc B suivi de A, C suivi de B, D suivi de C, E suivi de D, c'est l'inverse exact du chant normal, et ils apprennent le chant inverse, EDC, EDCBA, pardon, il y a une faute de frappe sur ma diapositive, EDCBA. Donc, on voit bien ici que le chant de l'oiseau est plastique, mais que, essentiellement, chez cette espèce, en tout cas, ce qui est appris, ce sont des transitions
entre syllabes. C'est une grammaire à état fini. Alors, d'autres travaux plus récents, et notamment avec Lipkind et Marcus, Gary Marcus, qui est l'un des spécialistes de l'apprentissage du langage dans l'espèce humaine, montrent en plus grand détail ce qui se passe chez ces oiseaux. Et c'est très intéressant, on arrive à disséquer comment ils apprennent. Ici, on passe à une autre espèce d'oiseau, qui est le diamant mandarin, zebrafinch, qui est l'un des oiseaux les plus étudiés en laboratoire. Et on profite d'une période de recouvrement, un moment où ils commencent à produire le langage, mais ils sont encore capables de modifier ce qu'ils produisent sur la base de ce qu'ils entendent. Donc là encore, l'expérience est un petit peu perverse. On va leur faire écouter un premier chant, qu'on appelle ABC ici, on va leur faire écouter 2 fois. Donc l'idée, c'est que le modèle, c'est de faire ABC, ABC, d'accord, qu'on demande à l'oiseau au départ. Sauf qu'il commence à produire ce chant-là, et on va lui changer la cible. On va lui faire écouter ACB. Et on va regarder comment est-ce que l'oiseau ajuste son chant en fonction de ce qu'il entend, alors qu'il a commencé à apprendre un autre chant. Et vous allez voir que c'est une situation extrêmement diagnostique. Alors d'abord, si on regarde le champ global, donc ça ici c'est la probabilité de produire la totalité du champ demandé, donc ABC, ABC ou bien ACB, ACB, vous voyez que les oiseaux arrêtent soudainement de produire le chant au bout de quelques jours. Ça c'est le nombre de jours à partir du moment où on a changé leur chant modèle. Donc au bout de 8 jours, ils s'arrêtent de chanter et ils se remettent à chanter plus tard le chant correct. Donc ils arrivent à adapter leur chant. Ils sont encore plastiques, ils sont encore capables de changer de langue en quelque sorte. C'est une situation de bilinguisme ou d'adoption dans un système de communication différent. Alors, cela dit, si on regarde en détail bigramme par bigramme, vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Les oiseaux vont apprendre progressivement les différentes transitions entre les syllabes. Tout ne vient pas d'un seul coup, mais si on regarde la probabilité d'apparition des différents bigrammes, eh bien, par exemple, AC va venir d'abord, CB va venir ensuite, et BA va venir en dernier. Il y a un ordre bien précis dans lequel ces transitions sont réapprises. Il va donc y avoir des périodes intermédiaires où le chant n'est pas correct. Par exemple, l'oiseau va chanter ABC, AC. Il va chanter ACB, CB. Voyez, donc ce n'est pas le chant attendu. Les transitions semblent s'ajouter successivement, les unes après les autres, au chant de l'oiseau. Et cet ajout de transitions successives ne se fait pas donc d'un seul coup, et se fait de façon un petit peu particulière. Dans une deuxième expérience, pour regarder ça de plus près, les chercheurs demandent de passer d'un chant extrêmement simple. Donc au départ, on a entraîné les oiseaux à faire A, 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 et puis on leur demande de passer à A, B, A, B, vous voyez, qui demande d'alterner avec une nouvelle syllabe B. Alors on pourrait penser que les oiseaux apprennent la syllabe B, et puis l'insèrent un petit peu au hasard à l'intérieur de leur chant. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les oiseaux apprennent lentement les 2 transitions nouvelles, A suivi de B et B suivi de A. Et au départ, ils insèrent B exclusivement à la fin de la séquence. Donc au départ, on leur a demandé de faire A, 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 ils le font, ils font cette séquence de répétition. Ensuite, on leur demande d'essayer de produire ce nouveau chant A, B, A, B. La première chose qu'ils font, c'est de continuer à répéter A, et puis de mettre un B à la fin, et de s'arrêter. Donc le B est inséré à la fin de la séquence. Et puis ensuite, donc ce qui correspond à l'apprentissage de la transition de A vers B. Et puis ensuite seulement, les oiseaux vont apprendre la transition de B vers A. Et alors là, d'un seul coup, ils vont se mettre à produire A, B, A, B, A, B, A, B, sans avoir d'autres étapes stochastiques où il y aurait par exemple A, B, B, A, A, B ou des choses comme ça. Voyez, donc on a l'impression là encore que le chant de ces oiseaux est déterminé uniquement par des transitions entre syllabes. Une fois qu'ils ont appris les transitions, eh bien, ils sont capables de produire le chant correct. C'est vraiment un système à état fini extrêmement élémentaire, fondé sur des bigrammes. Uniquement les paires de syllabes semblent suffire à définir le chant de ces 2 espèces d'oiseaux. Et le phénomène est répliqué chez un troisième, le moineau du Japon. Cette fois-ci, c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un comportement spontané qui est étudié ici. Donc, dans le travail précédent, on peut toujours dire que c'est une situation très contrainte, très particulière. En laboratoire, on force l'oiseau à changer de chant. Ici, c'est un oiseau qui spontanément a un chant assez compliqué. Alors, voilà la matrice de transition entre syllabes. Vous voyez qu'il y a un nombre de syllabes beaucoup plus grand ici, une dizaine de syllabes, et beaucoup de transitions complexes entre ces syllabes. Et donc les chercheurs analysent l'apparition successive de la complexité dans le chant spontané de cette espèce. Et ils regardent les paires bidirectionnelles dans lesquelles il y a à la fois la transition AB, mais aussi la transition BA, par exemple, qui est présente dans le chant de l'adulte. Et ils répliquent le phénomène de départ,
C'est-à-dire qu'il existe une phase au cours de laquelle l'oiseau ne produit qu'une seule de ces transitions, et la produit toujours à la frontière, soit au début, soit à la fin, avec d'autres syllabes. Donc, il ne connaît qu'une seule des transitions. Il est capable de répéter A, et puis il est capable de passer juste à un certain moment à la syllabe B et de passer à autre chose. Et puis, ensuite seulement, les transitions bidirectionnelles vont apparaître, et à ce moment-là, on voit apparaître des alternances AB, AB, AB qui remplacent les répétitions A. Donc, le même phénomène dans le chant spontané de l'oiseau. Et alors, ce qui est très amusant dans cet article, qui est publié dans Nature en 2013, c'est qu'avec Gary Marcus, les chercheurs analysent les productions humaines, petits enfants, et trouvent des phénomènes extrêmement similaires. Alors, évidemment, l'analyse n'est pas aussi fine et sophistiquée, mais tout de même, on voit des choses très similaires. Donc d'abord, l'existence de répétitions dans le babillage de l'enfant. Je pense que c'est un phénomène qui nous est tous extrêmement familier. Lorsqu'une syllabe apparaît dans les productions de l'enfant, mais c'est vrai à chaque fois qu'une syllabe apparaît, eh bien, la première chose que l'enfant fait, c'est de la répéter. Ba, 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 ma, 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 etc. Et puis, lorsque cette duplication disparaît, elle disparaît avec terminaison vers une autre syllabe. Ma, 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 ta. Quelque chose comme ça. Donc là encore, les nouvelles syllabes, lorsqu'elles surviennent, elles apparaissent soit au début, soit à la fin d'une production, exactement comme chez l'oiseau. Donc vous allez avoir AAAB ou vous allez avoir BAAAA. Okay. Voilà. Et donc, c'est ce que ce graphe représente ici, c'est le nombre de fois où on voit apparaître des syllabes aux frontières des productions. Et initialement, les nouvelles syllabes apparaissent aux frontières des productions de l'enfant. Et puis, le dernier phénomène, qui est tout à fait clair, c'est l'addition progressive de transitions nouvelles vers de nouvelles syllabes. Donc au départ, une nouvelle syllabe est introduite à la fin d'un mot typiquement, et l'enfant va s'arrêter là, et c'est seulement beaucoup plus tard que l'enfant va être capable de démarrer avec cette syllabe et d'enchaîner vers d'autres syllabes. Donc la syllabe nouvelle est insérée à l'intérieur d'un réseau de production où on peut passer de n'importe quelle syllabe à n'importe quelle autre. Mais ce réseau met du temps à s'établir. Initialement, il est extrêmement contraint, beaucoup de répétitions et l'addition aux frontières des productions. Donc, l'augmentation progressive de cette matrice de transition entre syllabes présente de très nombreux parallèles entre les enfants et les oiseaux, semble expliquer la production d'un répertoire croissant de vocalisation, de mots, parmi lesquels l'enfant pourra sélectionner les mots particuliers de sa langue. Il surproduit, il y a une matrice de transition, et à l'intérieur de cette matrice va pouvoir se produire une sélection. Vous voyez que si cette analyse du parallélisme entre l'enfant et le chant des oiseaux est correcte, eh bien, il n'y a pas de syntaxe ici. Il y a simplement des transitions entre syllabes, des probabilités de transition. Ça n'a rien à voir avec l'opération de merge, qui est la construction d'un arbre morphologique ou syntaxique. C'est beaucoup plus proche de ce que je disais tout à l'heure, le mot carapace ou caramel ou abracadabra, un enchaînement de syllabes successives qui permet de créer un espace extrêmement vaste de signifiants parmi lesquels on pourra choisir des items lexicaux pour une langue donnée. Mais donc c'est très intéressant de voir que même dans le détail de l'apprentissage, il y a tant de parallèles entre notre langage à nous et la production chez les oiseaux. On va voir que les parallèles continuent. Et je voulais vous citer un autre travail du même groupe, toujours Lipkind avec Marcus et collaborateurs, dans lequel ils continuent d'exploiter cette situation assez remarquable où le petit oiseau commence par produire un chant et ensuite on lui demande de changer. Et les chercheurs se disent, mais il y a quand même un problème computationnel absolument remarquable dans cette capacité de passer d'un chant à un autre. Parce que s'il n'y avait qu'une seule syllabe, ce serait assez facile, il faudrait juste ajuster le geste moteur particulier pour produire la bonne syllabe. Peut-être qu'on a déplacé la syllabe en hauteur tonale, par exemple, et il faut la mettre plus aiguë ou plus grave. S'il y avait beaucoup de syllabes qui sont réordonnées, c'est un problème de réordonnement temporel. Vous voyez, ici, les couleurs représentent les différentes syllabes, et dans le nouveau chant, elles sont réordonnées. À ce moment-là, c'est vraiment un problème de transition entre syllabes, il faut trouver le bon ordre. Mais lorsqu'on donne un chant et qu'ensuite on demande à l'oiseau d'en produire un autre, il y a un problème computationnel qui est de savoir si je dois faire l'un, l'autre ou les deux. Est-ce que je dois ajuster certaines syllabes parce que la production motrice n'est pas correcte? Est-ce que je dois les réordonner parce que leur ordre n'est pas correct? C'est un problème quadratique, voyez. Donc c'est un problème vraiment difficile computationnellement. Et la question, c'est comment est-ce que le cerveau de l'oiseau le résout? Est-ce qu'il choisit d'ajuster les syllabes et ensuite d'ajuster la syntaxe? Il y a beaucoup de possibilités, de stratégies possibles. Et on peut calculer l'erreur globalement, essayer de tout ajuster un par un.
on peut calculer l'erreur sur les syllabes isolées, et ensuite seulement peut-être les réordonner. On peut calculer l'erreur sur des bigrammes, etc. Donc comment fait l'oiseau? Ce n'est pas un problème évident pour le cerveau de l'oiseau. Et alors ils obtiennent une réponse extrêmement claire, c'est pour ça que je voulais vous montrer cet article. C'est assez frappant, c'est un bon exemple de modularité d'un système cognitif. Donc voilà, regardez cette expérience ici. On enseigne d'abord à l'oiseau une séquence qui est ABC, qui est en bas ici. Et puis, on demande à l'oiseau, soudainement, de changer et de produire A, C plus B. Donc il y a deux choses ici. Il y a un changement d'ordre, et puis il y a la syllabe C qui devient C plus. Alors C plus, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle a été montée en hauteur tonale, donc il faut produire un son plus aigu. C'est pas pratiquement la même syllabe, mais il faut la produire de façon plus aiguë. Vous voyez qu'il y a donc deux changements simultanés. Changement d'une des syllabes, changement de l'ordre des syllabes. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les oiseaux commencent par produire une séquence A, B, C+, qu'ils n'ont jamais entendue, et seulement plus tard se mettent à changer l'ordre en A, C plus B. Donc, la première chose qu'ils font, c'est d'ajuster leurs syllabes sans tenir compte de l'ordre, en conservant leur ordre ancien. Il y a deux étapes différentes d'apprentissage. Alors, on le voit bien ici, hein, vous avez les jours après avoir changé le champ cible pour l'oiseau. Donc au départ, l'oiseau produit A, B, C, ce qui est représenté en bleu ici, c'est le pitch, la hauteur tonale qui est assez basse pour C. Et puis la première chose que l'oiseau fait, c'est de changer C en C+. Vous voyez, il augmente sa hauteur tonale. Et beaucoup, beaucoup plus tard, des jours après, il va se mettre à produire soudainement A, C+, B. Donc on a affaire à un système ici où il y a des ajustements successifs qui se font. La première chose qui se fait, c'est d'ajuster la production motrice. Et la deuxième, qui est beaucoup plus lente, c'est d'ajuster ce qu'on peut appeler la syntaxe, la mise en ordre de ces éléments, mais syntaxe qui est fondée sur des transitions entre étapes. Et on retrouve cette idée que les transitions sont apprises successivement, d'abord BA, puis CB, puis AC, très tardivement ici. Donc les oiseaux ont deux systèmes complètement différents, un d'ajustement des syllabes, un d'ajustement de l'ordre de ces syllabes. Il y a des exemples assez frappants. Par exemple, ici, vous voyez, la chanson de départ, le chant de départ, est un chant qui est A, B, C, B plus 1, c'est-à-dire la même syllabe, mais un peu plus haute. Alors l'oiseau commence à apprendre ça, il produit bien, et à ce moment-là, on lui demande de changer et de produire A, B plus 2, C, B moins 1. Vous voyez que si on ajustait les syllabes en gardant leur position, par exemple la seconde ici, eh bien elle doit monter de 2 hauteurs tonales et celle-ci doit descendre de 2 hauteurs tonales. Par contre, si on apprend les syllabes isolément, on peut déplacer chacune de seulement un niveau, hein, donc on peut passer de B à B-1 et on peut passer de B plus 1 à B plus 2, mais à ce moment-là, l'ordre va être faux. Eh bien, c'est ça que font les oiseaux. Ils commencent par produire un chant avec des changements de hauteur tonale, des déplacements minimaux par rapport aux syllabes qu'ils connaissent déjà, mais qui, du coup, augmentent globalement l'erreur qui est produite. C'est ça qui est tout à fait remarquable. Il n'y a pas de minimisation globale de l'erreur au niveau de la séquence tout entière. Il y a minimisation locale des erreurs au niveau de chaque syllabe, donc déplacement de la syllabe B vers B-1 et B plus 1 vers B plus 2, ce qui fait le moins de changements possible au niveau syllabique, et ensuite seulement remise en ordre de tout ça. Donc on a l'évidence là d'une vraie modularité dans ce système avec un module d'ajustement des erreurs phonologiques qui est indépendant des informations syntaxiques, qui ne voit pas les informations syntaxiques. Et c'est peut-être la même chose, là encore chez l'homme, hein, ajustement des catégories phonologiques et d'un système phonotactique indépendamment de ce qui va être utilisé pour former les mots et de la syntaxe de la langue. Donc tout ceci est tout à fait compatible avec l'idée, bon, d'abord qu'il existe des parallèles, mais ensuite que ce système des chants d'oiseaux est quand même fondé sur un système d'agencement assez simple, avec des relations de transition d'une syllabe à l'autre. Donc le terme syntaxe n'est peut-être pas très approprié. Le terme syntaxe est utilisé dans un sens extrêmement large, c'est l'agencement des parties dans le temps, hein, mais ça n'est pas une syntaxe au sens cognitiviste du terme, ça n'est pas une grammaire au sens de Chomsky avec une structure de phrase, avec des constructions arborescentes. Sauf que ce point reste en débat. On en parlera la semaine prochaine, je parlerai des grammaires artificielles, mais on peut en parler aujourd'hui avec l'analyse des productions naturelles des oiseaux, parce qu'il y a certaines espèces d'oiseaux, comme le canari par exemple, chez qui le débat est encore posé. Est-ce que la grammaire n'est pas plus complexe qu'une simple matrice de transition ? Le canari produit des chants extrêmement complexes. Vous voyez ici des exemples de ces chants des canaris.
Et il est tout à fait clair que l'organisation de ces champs ne peut pas juste être expliquée par des transitions d'une syllabe à l'autre. Il faut faire appel à des structures un peu plus grandes, ce qu'on appelle des dépendances à plus grande distance. C'est illustré ici dans cet article de PLOS Computational Biology. Vous voyez qu'on a ordonné ici toute une série de productions de l'oiseau en coloriant les syllabes en différentes couleurs, et on a ordonné en fonction de la longueur d'une des syllabes qui est ici représentée en gris. Et vous voyez qu'en fonction de la longueur de la phrase qui est en gris, eh bien, la probabilité de passer à la phrase en vert ou à la phrase en bleu change. S'il y a une longue période de syllabes grises, eh bien, il y a plus de probabilité de produire la syllabe verte ici. Je crois que vous le voyez clairement dans ce graphe. Donc vous voyez qu'on ne peut pas juste dire c'est la transition d'un état au suivant, il faut tenir compte de la longueur de cet état. Et vous voyez aussi que ce qui précède n'est pas tout à fait pareil. Et alors, il y a d'autres cas où ce qui précède joue un rôle tout à fait clair. Par exemple, ici, donc on a aligné les productions vocales des oiseaux sur la production de ces deux syllabes qui sont représentées en noir et en gris. Et vous voyez que la présence de la phrase en rouge prédit de façon presque certaine la présence de la phrase en vert, ici, ou de la syllabe en vert. Donc il y a une dépendance à longue distance. La phrase en vert est parfois produite dans d'autres situations, mais s'il y a la phrase en rouge, alors c'est absolument certain, presque certain, qu'on va avoir la syllabe en vert. Donc c'est ce qu'on appelle une dépendance à longue distance. On ne peut pas juste avoir une sorte de modèle de Markov ici, avec des transitions d'un état à l'autre, ou alors il faut avoir des états cachés, un petit peu plus complexes que l'état « je suis en train de produire la syllabe A, je vais produire la syllabe B », etc. Alors, les auteurs de ce travail font toute une série d'analyses, je ne vais peut-être pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais montrent clairement que l'on peut rejeter, d'un point de vue statistique, ce modèle de Markov. Donc l'entropie, par exemple, l'augmentation de l'entropie en fonction de la longueur qui est analysée du champ, le nombre de syllabes qui sont analysées successivement, eh bien, cette augmentation de l'entropie, dans ce qui est observé dans le champ du canari, qui est en rose ici, est plus faible que ce qu'on devrait observer sur la base d'un modèle de Markov du premier ordre, ici, donc sur la base simplement de transitions entre syllabes. Donc il y a plus d'organisation que les simples transitions, et les auteurs nous montrent ces magnifiques arbres dans lesquels ils essayent d'analyser les productions de l'oiseau, et montrent qu'il faut au moins un modèle d'ordre 2. C'est-à-dire que pour 70% des triplés de type X, Y, Z, où il y a 3 syllabes de suite, eh bien, la probabilité d'observer Z en fonction de Y, donc la probabilité de la transition entre les deux derniers éléments, Y et Z, n'est pas constante, mais dépend de la nature de l'objet X. Donc il y a un effet de contexte en quelque sorte. Les transitions ne sont pas juste d'un état au suivant, mais il y a un contexte un petit peu plus grand qui est utilisé ici. Donc il faut certainement un modèle d'ordre 2, c'est-à-dire un préfixe de 2 syllabes pour arriver à prédire la syllabe suivante. Et ce que ces schémas montrent ici, c'est qu'il faut sans doute plus, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes de syllabes, des sortes de sous-chaînes qui sont produites avec une fréquence beaucoup plus élevée et qui nécessitent donc des dépendances à longue distance. Donc il y a sans doute enchâssement de représentation. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle de grammaire ou de structure de phrase comme on en a besoin pour expliquer les langues humaines. C'est peut-être tout simplement un modèle de Markov, mais avec plusieurs étages, avec des transitions entre états hiérarchiques. Ceci n'est pas encore parfaitement compris. Je voulais le citer parce que je pense que c'est un point important. Il y a au moins certaines espèces chez qui le champ dépasse un modèle de Markov d'ordre 1. La plupart d'entre elles, quand même, rentrent dans le cadre de modèles de Markov d'ordre 1. Je voulais aussi dire un mot de la sémantique, parce que pour l'instant, on a juste considéré les productions de ces oiseaux comme étant des productions libres, et je pense que c'est effectivement le rôle qu'elles jouent la plupart du temps, c'est-à-dire des systèmes de reconnaissance, je suis là, j'appartiens à tel sous-groupe, et signaler donc la présence d'un groupe d'individus. Mais est-ce qu'il y a un peu plus que ça? Est-ce qu'il y a, comme chez les singes vervets, une référence au monde extérieur? Il y a au moins quelques oiseaux chez qui ça a été étudié, notamment la mésange, dans lequel on peut montrer, un petit peu comme c'est les singes vervets, une référence à 2 types de situations dans le monde extérieur pour 2 types de vocalisation. Les mésanges produisent un son qu'on appelle sit lorsqu'elles voient un prédateur en mouvement, par exemple un aigle qui est en vol, et elles font un deuxième type de son, chickadee, lorsqu'elles voient un prédateur statique, par exemple perché sur un arbre. Donc déjà, c'est une distinction sémantique entre les prédateurs qui volent, ceux qui sont perchés. Mais il y a plus que ça, et elles produisent d'autant plus de sons dits que le prédateur est petit. Vous voyez cette belle corrélation ici, c'est un article qui est paru dans Science en 2005.
que je traite avec sérieux. Donc une corrélation absolument remarquable entre le nombre de sons dits qui sont produits à la fin du chickadee, vous voyez que c'est chickadee, di, 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 et le nombre semble indiquer la petite taille du prédateur, avec une corrélation inverse qui est un peu curieuse. Hein. Plus il y a de sons dits, plus le prédateur est petit. Alors pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'en fait, ah oui, d'abord, alors c'est toujours la même chose, hein, il y a production de syllabes, mais il y a aussi compréhension. C'est-à-dire que les expériences de playback montrent que les oiseaux tiennent compte du nombre de dits dans leur comportement. Et alors pourquoi cette corrélation inverse? Eh bien, peut-être parce que, en fait, plus le prédateur est petit, plus le danger est grand. Parce que quand le prédateur est petit, il est mobile, il peut changer de direction extrêmement rapidement, il peut manœuvrer. Et donc, ça pourrait signaler donc, un danger de plus en plus grand, et la corrélation serait donc dans le bon sens, en quelque sorte. Plus je produis de signaux, plus le risque est grand. Voilà. Donc, je voulais signaler hein, ce rare cas, parce qu'il y a très peu d'analyses en réalité, à ma connaissance, en tout cas, ce n'est pas un domaine que je maîtrise à merveille, hein, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples d'analyse sémantique dans ces signaux, et c'est probable qu'il n'y a pas énormément de sémantique, mais il y a au moins cet exemple. C'est à nouveau un exemple où c'est la répétition qui est utilisée. Vous voyez, la répétition est un mécanisme de base à la fois pour produire des sons dans le chant des oiseaux et comme référence ici, s'en servir pour signaler quelque chose comme la dangerosité du prédateur. Alors il faut quand même qu'on rentre dans le cerveau, même s'il me reste peut-être un quart d'heure pour vous raconter ces parallélismes absolument extraordinaires au niveau du cerveau et au niveau génétique également. Je crois que je repousserai peut-être certaines des diapositives pour le cours suivant, parce qu'il y a énormément de choses à dire ici. D'abord, vous dire que les oiseaux chanteurs font l'objet de recherches en neurosciences extrêmement approfondies depuis au moins 40 ans, maintenant 50 ans, et qu'on commence donc très bien à connaître l'anatomie des aires cérébrales qui sont impliquées dans le contrôle vocal. À la fois donc, la production vocale, qui est ici en violet, et puis l'apprentissage vocal, les noyaux qui sont représentés en vert ici. Alors, ce n'est pas la peine de retenir les localisations particulières, mais retenez quand même qu'il y a donc un noyau dans le tronc cérébral qui contrôle le syrinx, exactement comme le nucleus ambiguus chez l'homme. Et puis, au-dessus, il y a des noyaux organisés de façon hiérarchique qu'on appelle R1 et HVC, qui jouent un rôle hiérarchique dans la production du contrôle vocal. Le contrôle est hiérarchique parce qu'il semble que ces neurones contrôlent des éléments de taille différente. Les neurones de RA contrôleraient des éléments de l'ordre de 10 millisecondes, alors que ceux de HVC contrôlent des éléments beaucoup plus larges, de l'ordre de la syllabe, sont sensibles à la présence de syllabes particulières. Les neurones de HVC répondent à la fois pendant la production et pendant la compréhension. Et ils sont aidés par ces autres groupes de neurones qu'on appelle le noyau X, le noyau Hellman, et vous voyez quelques autres ici. Mais retenez RA, HVC, X et Hellman parce que ça va revenir de façon répétée dans cet exposé. Et on voit une chose intéressante ici, c'est qu'il y a une projection directe de ces neurones de RA vers les neurones de contrôle dans le tronc cérébral, ici de contrôle du syrinx. La semaine dernière, je vous avais parlé de la présence chez l'homme, mais pas chez les autres espèces de primates, de ces projections directes du cortex moteur laryngé vers le tronc cérébral. Et là aussi, il y a une projection directe qui existe chez les oiseaux chanteurs. Si tant est qu'on puisse faire des parallèles, je vais les développer dans un instant. Alors sachez aussi que les neurosciences dans ce domaine sont extrêmement avancées et que des laboratoires, dont celui de Michael Long, celui de Michal Phi, ont développé des techniques d'enregistrement absolument remarquables pour enregistrer plusieurs dizaines de neurones. Vous imaginez la difficulté chez un oiseau qui est d'un poids extrêmement faible, donc des systèmes miniaturisés qui permettent d'enregistrer des dizaines de neurones, en particulier dans le noyau HVC, dans une espèce, donc le zebra finch, le diamant mandarin, qui est extrêmement étudié et qui produit un chant très stéréotypé. Et ces réponses neuronales sont remarquables parce qu'elles surviennent à des moments extrêmement précis du chant. Donc il y a une organisation temporelle neuronale qui correspond à l'organisation temporelle des syllabes dans le chant de l'espèce. Ici, par exemple, un motif bien particulier avec une répétition, quasi-répétition de 3 éléments et un neurone particulier de HVC qui décharge, dont on sait qu'il projette. Ils choisissent des neurones dont ils savent qu'ils projettent vers le noyau RA et ce neurone va décharger à des moments extrêmement précis et reproductibles de la syllabe qui est produite 3 fois par l'oiseau ici. Donc un codage temporel extrêmement fin. Dans l'image de droite, ici, vous voyez 8 neurones différents, et vous voyez que leurs décharges surviennent à des moments différents du chant. Il y a un motif particulier produit avec
des syllabes A, B, C, D ici, et certains neurones ne répondent qu'à la syllabe A, d'autres qu'à la syllabe B, d'autres à la syllabe C. Et vous voyez que lorsqu'on joue plusieurs fois le même chant, ou que l'oiseau produit plusieurs fois le même chant, les neurones vont décharger presque exactement au même moment, avec un alignement temporel qui est extraordinairement précis. Ce sont différentes instances, différentes réplications du même chant. Donc des décharges temporelles qui ont l'air de coder l'organisation temporelle du chant de l'oiseau. Et alors il y a eu un débat pour savoir si ces décharges neuronales étaient organisées de façon hiérarchique et peut-être se regrouper à des moments précis, par exemple au début des syllabes. Il semble que ça ne soit pas le cas, mais je crois qu'il y a encore un débat là-dessus, ce sont des données très récentes, mais selon ces laboratoires de Michael Long et de Mashal Fee, il y aurait au contraire des décharges neuronales tout au long de la production du chant. Vous voyez, si on enregistre suffisamment de neurones, on en trouve tout au long du déroulement temporel du chant de l'oiseau. Et on peut en trouver donc au début, à la fin, au milieu, sans qu'il y ait apparemment d'organisation très particulière avec un regroupement de ces décharges neuronales à des moments bien précis, des transitions par exemple entre syllabes. Donc c'est curieux et ça suggère une sorte de modèle du tapis roulant. C'est moi qui donne ce nom. Synfire chain, c'est le terme technique qui a été utilisé pour un modèle théorique de réseau de neurones dans lequel chaque neurone entraînerait quelques suivants. Et il y aurait donc une chaîne de propagation neuronale comme ça, qui se déroulerait dans ce noyau HVC et qui, chaque moment de cette chaîne pourrait être associé à la production d'une syllabe particulière. Et donc on aurait une sorte de tapis roulant qui se déroule et qui fait jouer telle ou telle syllabe. C'est un peu comme dans un piano mécanique. Dans ce modèle, vous avez un ruban qui se déroule, ceci serait le ruban, et puis vous avez les syllabes qui sortent à des moments bien précis parce que ce déroulement temporel est extrêmement précis. En tout cas, les données sont absolument claires. Vous avez des décharges neuronales synchronisées avec tel ou tel moment de telle ou telle syllabe. Et alors ce modèle du tapis roulant a inspiré une expérience tout à fait remarquable qui a été menée donc, par Long et Fee ensemble, qui a consisté à essayer de voir si on pouvait étirer ou au contraire raccourcir la bande magnétique en quelque sorte, ou la bande du piano mécanique. Et comment faire? Eh bien, une des possibilités, c'est de refroidir le cerveau. Eh oui. Quand on refroidit le cerveau, quand on refroidit un noyau particulier, on peut le faire avec un dispositif à effet Peltier qui ajoute du froid à un endroit bien précis, eh bien, ou plutôt qui retire de la chaleur. Eh bien, on retire de la chaleur à un endroit bien précis d'un tissu biologique. On va ralentir les processus métaboliques dans cette région et en particulier, on va ralentir les décharges neuronales. Et alors, le résultat est absolument remarquable et conduit donc à cette publication dans Nature en 2008. Il y a une proportionnalité directe entre ce que produit l'animal et la température à laquelle on refroidit ou on réchauffe un tout petit peu ici ses circuits neuronaux, son pallium dans lequel se trouve le noyau HVC. Donc vous avez ici le champ normal et vous voyez tous ces ralentissements successifs à mesure que l'on refroidit le noyau HVC. Et si on le réchauffe un petit peu, on ne peut pas aller très loin dans cette direction sans danger pour le circuit en question. Mais vous voyez qu'on peut même accélérer un tout petit peu le champ ici. Pour contrôle, vous avez le champ de départ, mais qui a été étiré. C'est le spectrogramme du champ normal qui a été étiré ici. Vous voyez que c'est presque exactement ce modèle du tapis roulant. L'ensemble du champ a été étiré dans le temps. C'est absolument remarquable. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un circuit extrêmement simple de production qui se déroule et qui, s'il est ralenti, l'ensemble du champ va être ralenti. Donc c'est compatible avec ce modèle d'une sorte de chaîne neuronale. Sauf qu'il y a une publication toute récente de Hamaguchi et collaborateurs avec Richard Mooney en 2016 qui dit non, attendez, il y a peut-être plusieurs possibilités théoriques ici. La proposition théorique de départ, c'est celle-ci. C'est l'idée qu'à l'intérieur du noyau HVC, il y a cette sorte de piano mécanique de déroulé d'une chaîne donc, de neurones qui se mettent à décharger les uns après les autres. Et les auteurs, Hamaguchi et collaborateurs, disent nous répliquons votre effet, nous arrivons à ralentir le champ, mais il y a quand même plusieurs interprétations. Et une autre interprétation possible, c'est une interprétation en boucle, comme ça. Il y aurait une série de boucles qui sortent du noyau HVC, qui impliquent les autres noyaux, et qui créerait en quelque sorte une réverbération suffisante pour passer à l'état suivant. Ce serait peut-être plus compatible avec cette notion donc, d'un système de transition entre états.
mais un système distribué, donc pas seulement dans le noyau HVC, mais dans plusieurs noyaux. Alors, quelles données produisent-ils pour essayer de choisir entre ces deux hypothèses? Eh bien, ils répliquent cet effet du refroidissement, ils répliquent la régularité extraordinaire de cet effet de refroidissement. Hein, donc, on voit vraiment des effets quantitatifs. Chaque degré centigrade de refroidissement ralentit le champ de 2,7% exactement. Voilà. C'est un effet linéaire et quantitatif. Mais c'est justement cet aspect quantitatif sur lequel ils font un argument, parce qu'ils regardent au niveau synaptique, qu'est-ce qui se passe au niveau des potentiels postsynaptiques, et ils trouvent que l'effet de ralentissement lié au refroidissement est beaucoup plus grand au niveau synaptique que ce qui est observé au niveau du comportement. Donc voilà ce qui se passe dans les neurones de HVC. Vous avez un ralentissement considérable, même pour un refroidissement qui est seulement de l'ordre de 9 degrés ici, par exemple. Et donc cet effet de refroidissement sur les potentiels postsynaptiques est beaucoup plus grand, vous voyez que c'est de l'ordre de quelques centaines de pourcents ici, que ce qui est observé au niveau de la production du champ. Il y a donc quelque chose d'inexpliqué ici, et les chercheurs suggèrent que ça veut dire que la production temporelle ne dépend pas que du noyau HVC qui est refroidi ici, mais dépend aussi d'autres noyaux, et que c'est un effet collectif. Et donc, refroidir quelques-unes de ces synapses ne suffit pas à ralentir l'ensemble du système du même effet quantitatif. En particulier, il montre aussi que le refroidissement du thalamus a un effet similaire sur la vitesse du champ. Donc, ça n'est pas un effet qui est parfaitement spécifique au noyau HVC. Donc, on en est là en 2016, avec des chercheurs qui proposent qu'il s'agit plutôt d'un réseau distribué qui est responsable de la production du champ et de la vitesse de production du champ, plutôt qu'un circuit local qui tournerait en boucle. Je crois que la question est encore ouverte. C'est intéressant de voir que l'on a des méthodes de cette nature pour refroidir le cortex et des méthodes quantitatives qui permettent vraiment de regarder est-ce qu'on peut passer de l'effet quantitatif au niveau d'une synapse à l'effet quantitatif au niveau du comportement tout entier de l'animal. Il y a vraiment maintenant une sorte de neuroéthologie autour de ce système du chant des oiseaux qui est vraiment remarquable. Et alors, je vais terminer là-dessus, je garderai la suite pour la semaine prochaine, mais je ne peux pas ne pas mentionner qu'il existe dans ce domaine un parallèle extraordinaire avec l'espèce humaine, parce que le même groupe, Michel Long, va collaborer avec des neurochirurgiens pour aller refroidir brièvement le cortex chez l'espèce humaine et va montrer des effets similaires. Et ça nous montre qu'il y a vraiment quelque chose de conservé, il y a un mécanisme similaire, en tout cas peut-être conservé ou simplement analogue. Et donc, refroidir le cortex humain ralentit la parole humaine de façon quantitative. Alors cet effet se produit lorsqu'on refroidit la région de Broca, donc le cortex frontal inférieur gauche. Alors je vais vous faire écouter ces enregistrements donc, qui sont produits alors que la personne, au cours d'une intervention chirurgicale, a donc le crâne ouvert, il faut imaginer la situation. On lui demande de produire des phrases ou des séries de nombres ici, ou des séries de mots, je crois des séries de jours de la semaine. Et à un moment donné, sans lui dire, bien sûr, on refroidit son cortex. Donc, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Voilà, ça c'est la production normale ou quasi normale de cette personne qui est quand même en salle d'intervention, mais qui arrive à produire la séquence des jours de la semaine. Et maintenant, écoutez ce qui se passe lorsqu'on refroidit sa région de Broca. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Bon, à part l'accélération à la fin, vous avez vraiment remarqué un ralentissement presque parfait de l'ensemble de la séquence. Et les auteurs ont une région de contrôle qui est le cortex moteur, laryngé, dans lequel les résultats sont complètement différents. Vous voyez donc ce qui se passe dans cette région de contrôle. Alors voilà la production normale de départ. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Donc voilà, je pense que n'importe quel d'entre nous pourrait produire cette séquence à peu près convenablement. Et maintenant, voilà ce qui se passe lorsqu'on refroidit le cortex moteur. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Je vais le rejouer une deuxième fois. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. La personne n'articule plus convenablement. Donc on entend une sorte de mélange de phonèmes, mais ce n'est pas des bons phonèmes bien articulés. C'est totalement différent de cet effet de ralentissement. Avec le rythme est correct. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. C'est presque le même rythme qu'ici. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Mais l'articulation n'est pas correcte. Et donc, dans cet article, les auteurs décrivent une double dissociation.
il y a ralentissement du décours temporel de la parole lorsqu'on refroidit la région de Broca, toutes les régions qui sont en jaune ici, et il y a au contraire déformation de la parole lorsque on refroidit le cortex moteur ou sensorimoteur, et donc c'est la qualité des phonèmes ou des syllabes cette fois-ci qui est affectée. On retrouve cette dissociation dont je vous parlais auparavant entre produire et comprendre d'ailleurs des phonèmes d'une part ou des syllabes, et puis d'autre part arriver à les enchaîner dans un ordre correct avec le rythme désiré. Et ce qui est très curieux, c'est de voir cette espèce d'effet d'élastique, d'étirement global du son dans le cas du refroidissement de l'air de Broca. Alors, il y a un commentaire qui est fait par Bob Knight et un de ses collaborateurs ici, que je vous ai cité ici. Ils disent d'ailleurs que c'est une approche vraiment cool pour étudier le cortex. Les scientifiques aiment bien les jeux de mots un peu vaseux, là. Mais donc c'est vraiment très cool. Et ils disent il y a peut-être un parallèle possible avec les enregistrements intracrâniens que nous pratiquons aussi, neurochirurgiens. Bob Knight est l'un des grands neurochirurgiens des enregistrements intracrâniens chez l'homme. Il y a peut-être un parallèle possible parce que lorsqu'on demande à des gens de produire des mots, donc on leur montre une image et ils doivent produire le mot comparable, ou ici simplement répéter un mot, ils entendent un mot et ils doivent le produire, eh bien, on observe des réponses très différentes dans l'aire de Broca et dans le cortex moteur. Et ici, l'onset, c'est le moment où on a joué un mot à la personne en lui demandant de le répéter. Donc 0, c'est ce moment-là. Chaque ligne représente un essai. Et dans le cortex moteur, on observe, d'abord dans le cortex peut-être, je vais commencer par les choses simples, dans le cortex temporal, on observe les réponses auditives liées au mot particulier qui est joué, qui peut être de durée un tout petit peu variable ici. Dans le cortex moteur, on observe des réponses qui sont surtout synchronisées avec le moment où la personne commence à produire le mot correspondant. Mais dans la région de Broca, on observe des réponses qui s'étalent pratiquement depuis un certain temps fixe après le début du mot, vers 200 millisecondes ici, jusqu'à ce que la personne commence à produire le mot. Donc quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de cet élastique qui recouvre la totalité de la durée temporelle de planification de la production du mot. Bon, c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai qu'il y a des réponses très différentes dans le cortex moteur et dans la région de Broca lors de la production des mots. Vous voyez, ici, on est vraiment en ligne au moment de la production, et je vous avais parlé la semaine dernière des résultats d'Edith Chang qui vont tout à fait dans ce sens, en montrant qu'il y a une topologie de contrôle des articulateurs, des lèvres, du larynx, etc., dans cette région motrice. Et par contre, la région de Broca semble faire autre chose, quelque chose qui est plus étalé dans le temps et qui est plus de l'ordre peut-être du contrôle donc temporel de la production. Ces résultats sont à la fois extraordinairement excitants parce qu'ils montrent ce parallèle avec la production des chants des oiseaux, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir analyser ces circuits au niveau neuronal dans une espèce animale, dans un modèle animal. Ils sont à la fois aussi extrêmement frustrants, je trouve, parce qu'on aimerait savoir si cet étirement temporel est vraiment un étirement homogène. S'il y a des arbres et si la région de Broca représente vraiment des arbres syntaxiques ou des arbres morphosyntaxiques, même à l'intérieur d'un mot donné, eh bien cet étirement, moi je ne m'attends pas à ce qu'il soit homogène dans le temps. Et je suis surpris par ces résultats. Et ce serait extrêmement intéressant d'analyser beaucoup plus finement ce qui se passe lorsqu'on demande à la personne, par exemple, de produire une petite phrase ou de produire un mot morphologiquement complexe qui comprend plusieurs morphèmes. Et moi je m'attendrais à ce moment-là à ce que cet effet de dilatation temporelle ne soit plus aussi homogène que ça et qu'on commence peut-être à voir apparaître la spécificité de l'espèce humaine. Cette analyse-là n'est pas faite du tout par les auteurs qui ne sont pas linguistes et qui se contentent simplement d'observer une dilatation temporelle. Le phénomène est trouvé, il vient d'être trouvé en 2016 dans la revue Neurone. Je pense que c'est un mécanisme absolument merveilleux pour aller analyser maintenant comment ces circuits fonctionnent chez l'homme et est-ce que l'espèce humaine est quand même à un certain moment différent des oiseaux. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je réserverai donc ces nombreuses diapositives pour vous parler des parallélismes au niveau génétique. Alors, juste pour vous dire qu'on verra des parallèles absolument extraordinaires directement entre régions cérébrales dans le cerveau des oiseaux et dans le cerveau de l'espèce humaine. Donc, les parallèles vont encore beaucoup plus loin que les simples circuits neuronaux et vont jusqu'au niveau des gènes qui sont exprimés dans ces différentes régions. Mais je crois que je n'ai pas le temps de couvrir ce sujet en quelques minutes, donc je préfère m'arrêter ici, vous remercier de votre attention et prendre quelques questions. Merci. Merci.